Donc bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire OpenFluid 2. Donc bienvenue et merci. Nous sommes un certain nombre aujourd'hui, une vingtaine. Donc on vous propose, pour éviter un tour de table qui serait un peu long, que chacun puisse, dans le courant de la session, se présenter très rapidement dans l'espace de discussion, mettre quelques mots sur vous et ce que vous faites avec OpenFluid. Voilà. Nous, l'équipe OpenFluid, nous sommes 3 sur l'équipe permanente. Donc David, Armel et moi-même. Nous allons présenter ce webinaire à 2 voix avec Armel. Nous avons également mis l'adresse de contact pour si vous souhaitez nous joindre directement. Cette adresse nous permet de nous contacter à tous les 3. Alors, OpenFluid 2. C'est pour nous une étape importante. C'est une version qui initie une nouvelle série de versions d'OpenFluid, la série des 2.2, avec de nombreuses nouveautés, mais sans évolution des paradigmes de modélisation. C'est-à-dire que les grands principes que l'on a mis en place dans OpenFluid avec la version 2.0, 2.1 sont maintenus pour la version 2.2. Elle est principalement axée sur une rénovation, une évolution forte des fonctionnalités pour du développement de simulateurs et d'observateurs, c'est-à-dire le code qui est écrit par les modélisateurs pour intégrer leur modèle. Il y a aussi, donc il y a des nouveautés fonctionnelles, il y a une amélioration des usages, mais vous verrez qu'il y a aussi une montée en robustesse avec de la correction de bugs. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire en plusieurs parties. Il nous semblait intéressant de refaire un petit tour d'OpenFluid que l'on va essayer de faire en moins de 10 minutes pour à la fois redonner les concepts et refixer un petit peu de vocabulaire qui sera utilisé par la suite. On verra ensuite les évolutions des applications logicielles OpenFluid, ce qui va changer et toutes les nouveautés qu'il va y avoir avec cette version. Quelques mots sur l'évolution du dépôt de modèles qui s'appellera désormais FluidHub. Vous connaissez peut-être Where'sHub, il va s'appeler désormais FluidHub. Et puis on finira avec un point d'avancement, des éléments de perspective, et on prendra le temps d'avoir des échanges et des discussions par la suite. Alors, on a prévu, comme on est en format webinaire, il est assez difficile d'avoir une interaction directe tout au long des diapos. On a prévu des points de pause, symbolisés par ce petit Space Invader là que vous verrez arriver à la fin de blocs de diapositives, sur lequel on prendra le temps de répondre aux questions, de donner des éclaircissements. Pour cela, vous pouvez, il y a 2 possibilités pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez très bien poser les questions directement dans la discussion publique, et on prendra le temps de les regarder à ce moment-là, ou bien en levant la main au moment du point question. Vous avez sur l'interface normalement de l'outil de visio, vous avez un petit bouton pour lever la main. Voilà, donc on va pouvoir dès à présent rentrer sur la première phase qui est la présentation d'OpenFluid en moins de 10 minutes. Alors, une version longue de cette présentation qui existe. Ici, le lien pour que vous puissiez y accéder. Vous pourrez par la suite, si vous voulez avoir plus de détails sur ce qui va être dit, consulter cette version longue qui va plus loin sur chaque partie. Alors, les principes généraux qui ont conduit à la spécification d'OpenFluid sont divers. Il y a tout d'abord la mise en place d'un métamodèle de représentation de l'espace, c'est-à-dire une façon un peu générale de représenter l'espace que l'on cherche à modéliser en modélisation des paysages, et qu'on a voulu aussi générique et ouvert que possible. On a souhaité également insérer de l'indépendance entre les codes de calcul, c'est-à-dire que chaque modèle qui va être intégré doit pouvoir l'être fait de manière indépendante par rapport à d'autres modèles. C'est aussi ce qu'on appelle le loose coupling en développement logiciel. Intégrer un moteur de composition et de couplage de ces codes de calcul. Donc, comme on les développe indépendamment, on veut à un moment donné pouvoir les faire fonctionner ensemble. Donc, on a besoin d'un moteur pour faire tourner ces codes de calcul simultanément et de manière interactive.
Bien sûr, les simulations spatialisées génèrent de grandes quantités de résultats. Donc, il fallait pouvoir faciliter la gestion de ces résultats, leur extraction, leur formatage. Et quelque part, il y avait aussi en fil rouge l'idée de libérer autant que possible le développeur et les utilisateurs de modèles de toute la partie tuyauterie, ingénierie logicielle qui peut être très lourde à gérer lorsqu'on développe des modèles. Donc pour la représentation de l'espace, on a choisi de s'appuyer sur des graphes orientés. Un graphe orienté, donc ce sont des nœuds et des arcs qui permettent de représenter des relations entre des objets. Donc les nœuds sont les unités spatiales qui composent l'espace et qui sont rangées par classe d'unités spatiales, donc par nature. Et les arcs sont les relations entre les unités spatiales qui composent un paysage. On a un exemple en dessous sur l'illustration avec un petit paysage avec quelques objets. Donc on a des unités surfaciques nommées ici LU pour Land Unit et des unités linéaires qui sont ici appelées HNS pour Hydrological Network et qui sont reliées entre eux par des arcs et qu'on va représenter sous la forme de graphes que vous avez sur l'illustration sur la partie droite. Chaque unité spatiale va porter des attributs, donc des informations qui lui sont propres. Et puis, pour pouvoir aborder des échelles, des modélisations multi-échelles, un nœud peut lui-même contenir un graphe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir subdiviser une unité spatiale en un ensemble d'unités spatiales. Donc sur ce paysage, on va vouloir maintenant représenter ces dynamiques, c'est-à-dire les processus qui s'y déroulent. Et c'est là qu'interviennent les codes de calcul qui sont développés à partir de modèles mathématiques. Ils peuvent simuler un ou plusieurs processus spatiaux ou locaux. Ils produisent et ils consomment des variables qui sont attachées aux unités spatiales. Ils peuvent connaître l'ensemble des informations disponibles pour leur calcul, tout ce qui est la structure spatiale et les attributs, les paramètres de modélisation. Donc un simulateur, il est construit sous la forme d'un module indépendant à partir d'un code de calcul et il est représenté dans la nomenclature de la petite boîte que vous avez en dessous sur cette diapo-là. Je parlais tout à l'heure de moteurs de couplage spatio-temporel entre les processus. On voit que l'on peut coupler les boîtes à partir des variables selon un couplage, un ordonnancement séquentiel non itératif, c'est-à-dire que sur chaque pas de temps, il ne peut pas y avoir itération entre deux modèles. S'il doit y avoir une itération, ça doit se faire au sein d'un même code de calcul, au sein d'un même module. Et pour cela, à partir de ce qui est déclaré dans les signatures de chacun des processus, on va pouvoir réaliser automatiquement le couplage. Alors, ce couplage peut se faire par échange synchrone ou asynchrone, de manière spatialisée entre les simulateurs. Les observateurs sont, eux, des modules qui vont permettre de regarder ce qui se passe tout au long de la simulation. Cet ensemble de simulateurs, il peut y avoir d'observateurs, il peut y en avoir plusieurs au cours d'une même simulation. Ça s'appelle le monitoring, donc on va pouvoir voir tout l'ensemble des données, l'ensemble de la structure de l'espace qui évolue. Et ces observateurs sont généralement utilisés pour faire de l'export de données vers différents formats. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la simulation, on va pouvoir exporter les données vers que ce soit vers des outils type Google Earth ou des fichiers graphiques, des fichiers Excel, CSV ou autres. Voilà. Ça peut également servir à faire du bilan ou du contrôle tout au long de la simulation. Si par exemple on veut détecter qu'une simulation ne part pas trop dans les choux avant qu'elle soit terminée, on peut insérer ça sous la forme d'un observateur. Alors comment ça s'utilise Tout d'abord, le premier moyen de l'utiliser, alors le plus basique, c'est de l'utiliser la ligne de commande où on va lancer une simulation à partir d'un jeu de données et qui va nous donner un jeu résultat. Donc c'est avec la commande OpenFluid Run et puis on donne le chemin vers le jeu de données OpenFluid. Mais cette ligne de commande, elle permet aussi d'interroger la base de données de modèles disponibles, de construire la documentation scientifique. Ça, on y reviendra un peu plus loin. Voilà, elle permet de faire un certain nombre de choses. Il y a tout un ensemble de commandes avec l'aide qui est disponible avec la commande OpenFluid-help. Mais pour avoir
utilisation un peu plus graphique, un peu plus aisée. Il y a bien sûr des environnements utilisateurs avec tout d'abord OpenFleet Builder, qui est l'environnement graphique qui permet de lancer des simulations. Alors, permet de définir et paramétrer le modèle, paramétrer le domaine spatial, le monitoring, configurer la simulation, puis visualiser et accéder aux résultats une fois que les simulations sont lancées. Il existe également un package R OpenFluid qui permet de piloter OpenFluid depuis l'environnement R. L'environnement R qui est quand même utilisé très très régulièrement en milieu scientifique. Donc ça permet de paramétrer, exécuter des simulations, exploiter des résultats à partir de commandes directement R. Donc vous voyez, il suffit d'intégrer la librairie R OpenFluid et de lancer un certain nombre de commandes pour piloter OpenFluid depuis R. Alors le gros enjeu derrière, le gros avantage, c'est de pouvoir explorer des simulations depuis R, puisque R est très richement doté pour ça, analyse sensibilité, calibration, et de pouvoir l'utiliser conjointement avec OpenFluid. Les codes de calcul, eux, sont intégrés sous la forme de simulateurs, donc des simulateurs qui viennent se brancher sous OpenFluid et qu'on peut coupler. Ils sont basés sur des codes de modèles existants ou développés à partir de rien. Alors, ça peut être développé majoritairement en C++ avec une compatibilité avec C et Fortran. On a également eu des expériences de modèles en Python et en R qui ont été intégrés, mais ça reste expérimental à ce stade. La méthode, même si elle fonctionne, n'est pas forcément aisée de prime abord. Ces codes il y a un outil graphique qui s'appelle OpenFluid Dev Studio. Donc, c'est un environnement graphique qui permet le développement de ware. Alors, les ware, c'est le terme un peu général qu'on utilise pour tous les codes qui sont branchés dans OpenFluid, que ce soit des simulateurs ou des observateurs. Donc, cet environnement Dev Studio, il permet de proposer une génération à minima du code source, sans la partie code de calcul, bien sûr, de proposer une assistance pour définir la signature qui va présider au couplage entre les simulateurs. Il donne également pas mal d'assistance pour le développement du code lui-même. Il permet d'automatiser la construction et la mise à disposition du simulateur, par exemple. Et il propose également de générer la documentation scientifique des simulateurs. Alors tout ceci nous a permis, tous ces outils, les principes d'OpenFluid nous a permis de poser une méthode de travail, un workflow, où si on regarde en haut à droite, on a des modèles mathématiques que l'on va au travers d'OpenFluid Dev Studio, on va pouvoir en faire des simulateurs OpenFluid, simulateurs qui pourront être capitalisés dans un dépôt hébergeant des simulateurs. Vous avez un haut à gauche là qui s'appelle OpenFluid Where'sUp, ou bien être directement utilisé dans OpenFluid Builder ou en ligne de commande ou via R OpenFluid pour, à partir de données d'entrée, lancer une ou plusieurs simulations et pouvoir en exploiter les résultats. Alors, pour terminer, pour clore ce premier point, quelques ressources. Bien sûr, le point d'entrée, c'est le site web OpenFluid, www.openfluidproject.org. Sur l'espace community, vous trouverez des docs, des guides, des exemples d'utilisation d'OpenFluid, un ensemble de ressources. Et puis, on a ouvert il y a quelques années maintenant un espace de discussion entre utilisateurs qui fonctionne via le service Slack, qui est disponible sur openfluid.slack.com. Il est préférable de nous contacter avant, fait qu'on vous envoie un lien d'invitation si vous le souhaitez. Ça vous fera gagner du temps à l'inscription. Voilà, et pour le code source, il est disponible sur GitHub, donc vous pouvez très bien aller consulter le code source d'OpenFluid qui est entièrement libre et open source. Voilà, nous avons fini sur cette première partie, le rappel sur OpenFluid. Est-ce qu'il y a des questions sur la discussion publique ou des mains qui se lèvent? Ouais, Damien.
Ouais, merci Jean-Christophe pour la présentation, hein, c'était assez clair, j'ai trouvé, c'était nickel. La question que je me posais, c'est par rapport au multi-échelle que tu as présenté, qui est, me semble-t-il, une nouveauté, en tout cas par rapport à ce que j'avais comme connaissance sur OpenFluid, et tu l'as présenté comme un développement sur les unités de surface, on va dire, hein, je sais plus, que tu appelles LU maintenant, et je voulais savoir si toutefois il y avait la même chose sur les unités du réseau hydrologique, parce que forcément, comme c'est lié les deux, il faudrait qu'il y ait l'équivalent. Donc, je ne sais pas comment c'est pour le moment, si c'est conçu, ça a été testé aussi. Voilà, un petit peu quelques infos complémentaires sur cet aspect-là. Merci. Ok, alors là, les noms de classes d'unités, la LU et HNS, c'est uniquement pour illustrer le schéma qu'il y avait, de manière un peu générale. Après, sur le principe de la échelle, c'est valable sur toutes les classes d'unités. C'est quelque chose qui existe depuis, je pense que ça doit être introduit dans OpenFluid 2.0, donc ça doit faire depuis 2013 ou 2014 que ça existe. C'est complètement agnostique du type de classe d'unité. En fait, il s'agit de dire telle unité spatiale appartient à telle autre unité spatiale et donc elle est incluse à l'intérieur. Donc on va pouvoir discrétiser plus finement l'intérieur d'une unité spatiale. Après, ça ne résout pas la question de comment je conçois mon échelle inférieure en termes d'outils de génération de cette liste d'unités spatiales à l'intérieur d'une autre unité spatiale. Je sais pas si ça répond Merci. à ta question. Si, très bien, c'est parfait. J'ai compris que c'était surtout les objets. Et la réponse que j'avais, l'autre question, c'était de savoir juste s'il y avait eu des exemples de développement, justement, parce que je trouve que c'est assez original et voilà, je les connais pas, donc ça m'intéresse de savoir si ça a été éprouvé. Voilà, merci. On a le cas actuellement dans le projet MIP où on va subdiviser une parcelle, des parcelles viticoles, en rangs et interrangs de vignes. Voilà, où on a une parcelle qui peut contenir des sous-objets, donc des sous-unités spatiales, reprendre les rangs et interrangs de vignes. Voilà, donc là, à la limite, tu peux te rapprocher de David, par exemple, qui David Crevoisier, qui pourra t'en dire un peu plus. Je vois une question de Xavier. Peut-on avoir une idée des thématiques abordées dans la communauté des utilisateurs et du nombre de simulateurs mis à disposition et partagés? Alors, oui, on peut en avoir une idée, tout à fait. Par contre, on va peut-être pas le faire là parce que ça va nous prendre un peu de temps. Je t'invite, il y a deux façons d'avoir ces infos-là. Déjà, en regardant la version longue de cette courte présentation avec le lien que j'ai donné, il y a des exemples d'applications, il y a la liste des thématiques abordées dans la version longue. Et puis après, tu peux nous contacter un peu plus tard pour qu'on puisse en discuter si tu veux avoir des infos complémentaires. Oui, Jean-Christophe, oui, merci. Désolé d'avoir été un peu rapide sur la question. Je suis sur une deuxième réunion en parallèle, donc c'est pour ça que je coupe. J'ai coupé sur mon micro. Bon, ok, j'ai bien noté. J'irai voir et puis si besoin, je vous donnerai plus d'informations. Merci. Ouais, n'hésite pas. Madiop, OpenFluid, sous quel langage y a-t-il des limites au temps de calcul des modèles hébergés? Alors, premier point de la question, OpenFluid décodé sous quel langage? Alors, le OpenFluid en tant que cœur de calcul et puis application graphique, dont tu as vu les captures d'écran, c'est du C++. Après, pour les codes de calcul que l'on peut plugger à l'intérieur, comme je l'ai dit, on a des expériences en C, C++ bien sûr, C et Fortran, et puis des éléments plus expérimentaux en Python et en R qu'on a pu mener dans le cadre de projets assez spécifiques. Mais c'est pas forcément ce qu'on recommande de prime abord d'utiliser ces langages-là parce que en termes de performance, c'est pas terrible. Après, sur la deuxième partie, y a-t-il des limites liées au temps de calcul des modèles hébergés? Alors, non, il n'y a pas de limite
liées à OpenFluid en tout cas sur les temps de calcul. Par contre, il y a toujours un problème, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que souvent avec le temps de calcul vient la capacité mémoire des machines, parce que généralement plus on dure dans le calcul, plus on a besoin de bonnes capacités de mémoire pour ces machines-là. Donc, je dirais presque que le material is the limit. Hein, c'est c'est le matériel qui devient la limite. Au-delà de ça, il y aurait pas de raison à ce qu'il y ait des limites liées au temps de calcul. Voilà. J'ajouterais un point par rapport à cette question. C'est bon, on m'entend bien? T'en prie, Armel. Ouais. Ok, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confusion dans la question de Madiop, comme quoi il s'agirait de pouvoir, je sais pas, lancer des modèles à distance, et donc c'est dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible de toute façon. Mais voilà, je sais pas si j'avais bien interprété la question. Dans le cas contraire, excusez-moi. Bonjour à tous et merci Jean-Christophe. Donc la question c'était plus pour l'hébergement et pas l'accès à distance, par exemple. Ok, merci Madiop pour le complément. Alors je vois plus de main levée. Pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet sur les nouveautés, les évolutions proposées par OpenFluid 2. Donc comme on l'a annoncé, c'est quand même une version qui est très axée sur le code source des modèles et au travers des simulateurs et des observateurs qui sont implantés dans OpenFluid. Donc il y a eu pas mal d'évolutions que nous proposons là-dedans. Alors, le premier point va concerner l'organisation des codes sources, par exemple des simulateurs qui sont développés par les modélisateurs. On avait jusqu'à la version 2.1 d'OpenFluid une organisation avec un dossier qui contenait à la fois le code source et la configuration de construction du simulateur, donc de compilation. Avec l'outil CMake. Donc, il y avait directement le code source et la configuration à la racine du simulateur. Alors, on avait bien un fichier principal du simulateur. Par contre, on avait des structures de test et de doc qui n'étaient pas très bien normalisées. Et surtout, on se retrouvait à devoir dupliquer certaines informations entre le code et la configuration. Alors, pour ceux qui ont déjà développé, il s'agit notamment de l'identifiant d'un simulateur, par exemple. Et si on changeait d'identifiant pendant le développement, parfois on oubliait de le changer partout, donc c'était un peu gênant, et puis c'était pas très propre d'avoir cette duplication-là. Donc on propose une nouvelle organisation avec la version 2.2, déjà en structurant un peu mieux les fichiers, le code source du simulateur. On va avoir un répertoire doc, un répertoire SRC pour les sources et un répertoire de test pour les tests. On aura toute la partie méta-information, donc qui concerne, au-delà de l'identifiant d'un simulateur, on va avoir toutes les variables en entrée, en sortie, les noms des auteurs, le contact, etc., etc. On va pouvoir l'intégrer dans un seul fichier unique et non pas dispersé dans plusieurs fichiers. Et on va intégrer progressivement des standards. Vous verrez qu'on va utiliser le format de standard de fichier qui s'appelle JSON, que peut-être certains d'entre vous ont déjà manipulé, et qui va nous permettre d'unifier toutes ces informations-là. Voilà, donc ça c'est le premier grand changement qui concerne l'organisation du code source. Sur la configuration de compilation, les changements sont plus légers. Il y avait jusqu'à présent 2 fichiers pour configurer avec CMake la compilation d'un code source de where, donc de simulateur par exemple. Le fichier cmakelist.txt, le fichier cmake.in.config. Il était parfois compliqué d'intégrer, lorsqu'on voulait utiliser des codes de source annexes extérieurs au simulateur, c'était
compliqué de les intégrer. On appelle ça des librairies externes ou des dépendances. Et puis, on utilisait CMake de façon un peu old school et on était un peu bloqué par ça, puisque CMake a beaucoup évolué récemment et on se retrouvait un peu à l'utiliser façon ancienne. Donc, on a fait évoluer ça également, mais il n'y aura plus maintenant qu'un seul fichier CMake et non plus deux fichiers CMake dans lequel on savait plus trop dans lequel il fallait agir pour configurer la compilation. On facilite l'interaction avec les éventuelles dépendances, donc les librairies externes. Les fonctionnalités de compilation sont plus faciles à manipuler. Et puis surtout, c'est beaucoup plus évolutif et ouvert avec l'utilisation d'un CMake moderne. Alors peut-être que pour 90% des cas d'utilisation, ça va rien changer. Mais par contre, pour les cas les plus particuliers, qui sont souvent les plus compliqués, avec des codes très volumineux, ça va grandement simplifier la vie des développeurs de modèles. Alors, après ce passage sur le code source au sens large, on va focaliser sur les signatures des where. Alors, la signature, pour rappel, c'est ce qui permet à OpenFluid, à la plateforme OpenFluid, de reconnaître les simulateurs, observateurs qui sont développés par les modélisateurs. Jusqu'à présent, donc, on avait la méta-information pour l'identification, donc la description, les auteurs, et également l'information pour le couplage. Donc, si je reprends l'exemple de signature qui est sur la partie gauche, on peut voir qu'il y a l'identifiant de simulateur qui est déclaré, tout un ensemble d'informations avec son nom, sa description, la version, les auteurs, et puis les paramètres, les attributs et les variables qui sont manipulées. Voilà. Alors tout ceci était intégré dans le code directement dans le code C++, en en-tête du fichier principal du simulateur. Mais du coup, ça rendait cette signature inexploitable en dehors des outils OpenFluid. Les éléments étaient à la fois incomplets et dispersés. On avait par exemple les auteurs dans un fichier et puis les contacts, la licence et le suivi des incidents dans un autre. Alors ça, c'était un peu difficile à suivre. Donc on a souhaité remettre un peu d'uniformisation là-dedans et qu'on ait une seule base d'informations qui va permettre de décrire l'intégralité de l'information associée à un simulateur. Alors c'est là qu'on introduit un format, on revient sur le format JSON qu'on a introduit précédemment, pour stocker l'intégralité de toutes les composantes d'une signature. Donc, la partie qu'il y avait avant dans le C++ ne sera plus dans le C++, mais sera dans un fichier à part qui s'appelle whereinfo.json et dans lequel il y aura toute l'information. Donc, on a choisi un format standard qui est ouvert, normalisé, reconnu, qui intègre donc toutes les composantes d'un fichier et qui est surtout exploitable en dehors même d'OpenFluid. C'est-à-dire que on pourra bâtir des outils d'interopérabilité avec d'autres plateformes, d'autres outils, des services web, en utilisant ces fichiers-là qui sont standardisés. Quelque part, c'est un premier pas vers une férisation des simulateurs et des modèles, c'est-à-dire les rendre findable, accessible, interoperable and reusable, qui est actuellement un des mantras des instituts de recherche pour la science ouverte. Et donc, ça nous ouvre la porte à de nombreuses fonctionnalités autour de la construction de modèles. Vous verrez qu'on y reviendra dans les perspectives un peu plus loin. Donc, on voit qu'on a toujours les informations sur l'identité du where. On retrouve maintenant en plus un champ qui nous permet de caractériser la licence, éventuellement du suivi des incidents qui était dans un fichier séparé auparavant. Et puis on retrouve nos paramètres, nos attributs, nos variables que l'on avait auparavant sous forme de C++ dans le code. Alors, effectivement, ce changement de format peut paraître assez difficile à manipuler puisqu'on change de style, mais on a mis en place un assistant d'édition de signature qui va permettre
justement de rendre complètement transparent l'usage de ce fichier JSON au travers d'une interface qui va faciliter l'édition de la signature. Donc là, vous avez deux captures d'écran basées sur un travail en cours qui n'est pas terminé, mais qui donne un aperçu de ce que pourrait être l'éditeur de signature qui sera intégré dans des studios. Voilà, et pour pouvoir facilement éditer ce fichier de méta-information. Au-delà de la signature, il nous semblait que c'était aussi important de proposer de nouvelles fonctionnalités au niveau de la documentation. Actuellement, on peut documenter le code source d'un simulateur en utilisant le format LaTeX. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est les balises sim2doc que l'on met en en-tête du code. Donc la documentation est dans le code source du Ware, mais c'est uniquement en place pour les simulateurs actuellement. C'est uniquement en format LaTeX. Et puis au final, comme je le disais tout à l'heure, pour la documentation, il n'y a pas d'organisation normalisée pour les ressources de doc. Donc on a également souhaité faire évoluer ceci en rendant les choses un peu plus claires et un peu plus ouvertes. La documentation, maintenant, elle va être organisée dans le code source du Ware au travers du dossier doc. Elle sera étendue aux observateurs et aux extensions Builder. Extension Builder qui est un autre type de Ware utilisé pour étendre l'interface OpenField Builder. On pourra aller au-delà du format LaTeX. On pourra créer des documentations en Markdown et en R Markdown. Ce format-là est monté en puissance dans les communautés scientifiques récemment et il nous semblait normal de pouvoir le proposer aussi pour documenter les simulateurs OpenField. Donc le dossier doc dédié aux ressources, j'en ai déjà parlé. Et puis on va instaurer également un fichier README à la racine du code source qui pourra être un point d'entrée pour compléter une documentation scientifique avec une documentation plus pratique sur le code source du Ware. Pour les ajouts sur les documentations, alors ça fait beaucoup de choses, vous pouvez le constater sur l'organisation du code source, l'organisation de la signature et de la documentation. Mais on a considéré qu'on ne pouvait pas laisser les utilisateurs comme ça en leur disant juste ça change. On va proposer un outil de migration automatique de l'organisation du code et de la signature qui pourra être utilisé soit à partir de DevStudio, soit à partir de la ligne de commande OpenField. Donc, cet outil de migration, il va permettre quoi? Il va permettre déjà d'archiver à titre conservatoire le code source dans son état actuel pour éviter qu'en cours de migration, il y ait un problème et qu'on perde le code source original. Il va mettre en place la nouvelle organisation du code source. Il va extraire de la signature C++ une signature en WareFO.json à partir de la signature C++ et du fichier qui contenait les contacts et autres informations qui étaient le fichier waresub.json auparavant. Il va permettre de redéployer les ressources de documentation qui étaient entre les balises sim2doc et d'en faire une structure dans le dossier doc. Et puis, il va s'occuper de redéployer l'ensemble des fichiers du code source qui ne font pas partie des cas particuliers précédents pour les réorganiser correctement. Alors, cet outil de migration, si on a suivi des organisations précédentes parmi qui étaient celles que nous recommandions, ben, la migration devrait se passer plutôt bien, normalement entièrement automatisée, mais il peut arriver que des ajustements manuels soient à faire pour des codes sources très particuliers, très volumineux, avec beaucoup de dépendances extérieures, sur lesquels l'outil de migration ne pourra pas être complet. Donc, il faudra être vigilant lorsqu'on a des simulateurs un peu complexes sur cette migration automatique, même si on considère qu'elle va pouvoir résoudre 90% des cas. Voilà, je vous propose un point stop, discussion, éclaircissement sur des codes sources, sur les signatures et sur la documentation. Alors, je vois rien dans la discussion pour l'instant. Pas de main levée. Oui, Michael.
Oui, bonjour. En tout cas, merci JC pour la présentation. Merci pour l'outil pour le transfert des signatures. J'imagine que vous avez déjà testé des passages de simulateur de la version 2.1x à 2.2x. C'est Oui. quoi notamment quand tu parles de code un peu spécifique, moi tu sais que j'ai notamment pas mal de codes qui font appel à du Python. Est-ce que ça fait partie de ces codes spécifiques où je risque d'avoir des difficultés ou pas? Et quelles sont Alors, aussi les petites astuces j'imagine que vous allez mettre sur Community pas mal de docs pour aider à le passage et les remonter, enfin les trucs où il faut faire attention. mm, complètement, ouais. Donc, sur Community, bien sûr, tout sera expliqué. Alors, nos craintes, elles se situent essentiellement sur les signatures très particulières. Typiquement, lorsqu'on a des signatures qui sont issues par exemple, de définitions externes. On a certains simulateurs où l'IA, par exemple, la classe unité qui est un paramètre de compilation. Et c'est surtout ces cas-là qui sont très particuliers sur lesquels on pense ne pas pouvoir le détecter. Concernant ton cas particulier à toi, le risque de toi se situe plutôt au niveau du fichier CMake. Je pense pas que ce soit au niveau du code, c'est au niveau de CMake avec les dépendances Python que tu as dans ton simulateur. Je pense que c'est plutôt là-dessus que va se situer le risque. Et il me paraît pas très compliqué. Je pense que de quelques copier-coller régleront le problème dans le CMake. Ok, merci. Alors, Cécile, merci pour l'outil de migration. De rien. Pour prolonger aussi la question de Michael, y a-t-il des indicateurs pour indiquer si la migration s'est bien passée? Alors, il y aura clairement l'outil de migration pourra dire s'il n'a pas réussi à réaliser une étape, mais ça, à la limite, je dirais, c'est pas le plus compliqué parce que s'il a réussi à le détecter, c'est qu'il sait qu'il n'a pas réussi à migrer correctement le code, et c'est pour ça qu'on va sauvegarder, archiver systématiquement le code original pour éviter qu'il y ait des pertes. Non, ce qui peut être un peu plus gênant, c'est s'il dit que c'est bon, j'ai réussi à faire la migration. En fait, il y a eu un problème qu'il n'a pas su détecter. Et dans ce cas-là, je dirais que le juge de paix, ce sera la compilation. C'est-à-dire que si ça compile pas derrière, le simulateur après la migration, ce sera le dernier indicateur qui dira si la migration s'est bien passée ou pas. Voilà, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais c'est difficile de dire avant la compilation si tout se sera passé correctement, s'il n'y a pas eu de détection de la part de l'outil de migration. Et compile puis test, bien sûr, Cécile. Tout à fait. Indispensable, le test. Il peut être intéressant avant la migration, sur des simulateurs sur lesquels vous pensez qu'ils sont très complexes, de réaliser des simulations et de conserver les résultats un peu avant, et puis de les réexécuter après migration pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas eu un effet de bord caché, mais a priori ça va se passer. Bien, je vois plus de questions, plus de mains levées. Je vais donc avancer et passer la main à Armel qui va prendre la suite pour le point suivant. Très bien, merci JC. Alors pour continuer d'évoquer les changements qu'on met en place pour cette 2.2.0, il y a d'abord très visuellement, quand vous ouvrirez votre Dev Studio, si vous avez l'habitude de le faire, vous verrez qu'il y a un changement. Donc pour rappel, à gauche là, ce qu'on présente, c'est l'ancien état. Donc notez bien la barre bleue tout en haut. Et dans la nouvelle version, on subdivise cette barre en deux niveaux.
un à gauche et un dans l'onglet de Where sur lequel je reviendrai. On peut aussi noter que la configuration les paramètres de configuration et de compilation sont migrés en bas à droite de la fenêtre, donc c'est un peu éclaté, mais ça permet de mieux retrouver les emplacements. On peut passer au détail des informations de chacune des barres. Alors donc oui, c'est que avant il y avait une ambiguïté quand les boutons étaient tout en haut, savoir dans quel cadre ça jouait. Désormais c'est plus clair. Alors concernant la barre bleue qui maintenant est à gauche, il s'agit des actions générales ou au niveau du workspace, donc dans laquelle on retrouve les informations globales sur la création, récupération de Where et deux fonctionnalités qui sont mises en évidence, notamment le dashboard qui était déjà présent mais qui désormais est mis en évidence dans cette barre. On peut maintenant passer à la barre à l'intérieur du Where qui contient les actions spécifiques. Soit d'opérations sur le Where, soit d'actions sur les fichiers directement, et bien sûr c'est là où on retrouve les boutons indispensables que sont configuration, build et construction et la documentation. Je demanderai à Jérôme, s'il te plaît, de couper ton micro. On peut passer à la diapositive suivante. Donc un autre point important et qui lui va vraiment permettre de nouvelles choses pour les utilisateurs, c'est l'introduction d'un nouveau concept qui s'appelle les fragments de code. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien il s'agit de code C++ qu'on pourra partager et réutiliser au sein de Where. Donc là c'est un peu polysémique, c'est-à-dire que c'est soit réutilisé, soit un développeur peut vouloir réutiliser un code à deux endroits, mais il peut également le laisser réutiliser par quelqu'un d'autre. Donc on en reparlera. Et donc, que contient ce fragment? Ça peut être des structures de données, des constantes, des choses comme ça, mais surtout, l'utilisation principale sera pour partager des fonctions entre simulateurs, mais on peut également imaginer des classes. Ensuite, donc ce qui est important de savoir, c'est que n'importe qui peut être amené à développer ces fragments. C'est pas restreint à qui que ce soit, mais c'est la portée qu'il affectera à ces fragments développés qui variera en fonction de l'usage. Et donc, c'est quoi l'intérêt en tant que développeur, de modèle ou utilisateur de ces fragments? Et bien, c'est surtout pour ce partage de code dont je parlais et pour éviter la redondance. Ça, on s'en est bien rendu compte avec des cas comme IAMI pour ceux qui connaissent, où on mobilise une même fonction de calcul de noyau qui est utilisée dans au moins 2 voire plus simulateurs, et donc un fonctionnement avec les fragments permettra de rassembler ce code à un seul endroit et de le mobiliser dans chacun des simulateurs qui l'utilisent. Et donc là, ça rejoint le dernier intérêt identifié, qui est que lorsque ça le justifie, on peut faciliter la capitalisation de ces codes-là en ligne à la manière qui serait faite pour les Where, en fait, les partager de manière similaire. Donc on peut passer ensuite à comment ça a été mis en œuvre. Donc tout d'abord, pour l'instant, ce sera peut-être amené à évoluer en fonction des usages et des besoins, mais il s'agit uniquement de code header only. Donc c'est un terme un peu spécifique, mais qui veut dire en gros qu'on ne peut pas mettre absolument n'importe quoi dans le fichier. Ce sont uniquement les fichiers .h, si vous voyez de quoi je parle, donc les headers. Mais je pourrais vous montrer l'exemple juste après. À noter que pour cette mise en œuvre, on a rendu ça compatible avec Git, vu que Git est le système qu'on utilise principalement pour la construction et le partage de nos simulateurs. Eh bien, on peut réutiliser tout l'outillage proposé par Git pour mettre en place ce nouveau système, donc avec ce module qui est le terme de l'outil proposé par Git. Ensuite, on voit deux petits extraits de code. Donc là, il faut s'imaginer qu'on est dans un dépôt de Where, un simulateur quelconque qui s'appelle exemple simulator. Et donc là, on voit l'arborescence décrite. Ce qu'il est important de noter, c'est que on positionne son fragment à un endroit spécifique du simulateur. Et donc là, on a un premier cas, ligne 3, où on met juste une constante qu'on va pouvoir récupérer ensuite. Ligne 5, on va avoir la définition d'une fonction.
donc avec 2 paramètres qui pourraient être mobilisés. Notez le inline, donc ça veut bien dire qu'on est en fonctionnement header only. Et enfin, une autre constante qui, elle, alors c'était pour illustrer l'utilisation d'OpenFluid. Vu que nous sommes dans un contexte OpenFluid, on peut mobiliser quelques types et quelques fonctionnalités internes à l'API OpenFluid. Et donc à droite, on voit le cas d'utilisation dans un where, comment ça pourrait se passer. Donc on a l'inclusion qui se passe où l'utilisateur a juste à mettre, enfin le développeur du modèle a juste à mettre le suffixe de son fragment / le nom de son fichier sans remettre tout le chemin complet, ça c'est géré par OpenFluid. Et ensuite, ligne 12, il peut le mobiliser directement comme il mobiliserait n'importe quelle fonction de manière très transparente. Et donc, ça veut dire qu'on réussit à bien encapsuler et subdiviser les définitions et utilisations. Ensuite, comment on a pu le mettre en place dans OpenFluid Dev Studio? Le but, c'était que cette complexité qui peut être difficile à gérer avec Git et avec cette structuration de fichiers là soit transparente pour l'utilisateur. Alors on va se positionner dans le cas de quelqu'un qui récupérerait un simulateur qui contient un fragment. Eh bien, donc c'est ce que vous voyez à gauche du premier paragraphe, c'est le menu contextuel dans lequel il y a une nouvelle option qui s'appelle Add Fragment. Et donc non, ça c'est pour plus tard. Lors de l'inclusion automatique, il n'y a pas d'illustration parce que c'est quelque chose qui se fait tout seul. Au final, c'est juste au moment où on récupère le simulateur que le fragment est rapatrié dans le même temps. Et donc là, l'illustration, elle, répond au deuxième point. Lorsqu'on met en place un fragment, eh bien, c'est grâce à un simple clic droit sur notre where, on peut l'importer depuis plusieurs endroits. Et donc, d'ailleurs, je vais préciser comment ça se passe juste maintenant. Lorsque l'on fait ce add fragment, s'ouvre cette fenêtre en bas à droite que l'on voit en petit, qui contient 2 onglets. À noter que pour un fragment, on peut utiliser n'importe quel dépôt Git, on n'est pas limité dans son usage, mais il y a une utilisation plus poussée, enfin un rapatriement plus facilité dans le cas où ce serait à partir d'un dépôt WhereZub. Parce que c'est toute une structuration qu'on a mis en place et l'API en ligne qui nous permet de récupérer plein d'informations supplémentaires. Et donc les 2 niveaux sont possibles en fonction des cas d'usage. Voilà pour la mobilisation des fragments de code. Je ne sais pas si vous avez des questions à la fois sur cet aspect-là ou sur l'interface DevStudio qui a été un peu réarrangée au-dessus. Alors, une première question de Cécile qui demande où sont stockés les fragments dans le dossier du code source. Alors, et donc qui dit que ça pose toujours le problème de duplication. Eh bien, c'est une remarque très importante à souligner, c'est que actuellement, là, tel que présenté, effectivement, le fragment reste un sous-répertoire du where et du simulateur en l'occurrence. Donc, chaque simulateur qui mobilise un même fragment répliquera ce répertoire à l'intérieur. Sauf que avec la gestion notamment dans DevStudio, on peut s'assurer qu'à chaque fois on est bien dans une version à jour du fragment et donc cette redondance visible ne sera pas réellement ne sera pas un problème parce qu'on a des systèmes pour mieux la gérer. Et à terme, il y a aussi il y a une utilisation moins aidée, mais qui sera possible, c'est que si vraiment on est dans l'usage de quelqu'un qui développe le fragment en même temps et donc il a besoin d'un seul endroit pour ses développements, on peut extraire le fragment et le mettre au niveau du workspace, voire au niveau d'OpenFluid, pour vraiment avoir un seul endroit de travail et que ce soit correctement géré par chacun des endroits qu'il mobilise. Voilà. Si je peux compléter Armel, là on est sur, je dirais, une première version des fragments, c'est-à-dire qu'on va proposer un nombre de fonctionnalités minimales qui vont nous permettre de proposer cette fonctionnalité-là, mais elle est amenée à évoluer en fonction du retour utilisateur que l'on aura aussi. C'est surtout ça qui est important, ça nous permet d'amorcer cette nouvelle fonctionnalité. Tout à fait. Michael, ouais. Donc si je comprends bien, en fait c'est presque une fusée à 2 étages. Il y a à la fois pour éviter que moi, développeur, sur ma machine,
j'ai à dupliquer du code dans 2 ou 3 simulateurs et que du coup je ne sais plus où est quelle est la bonne version, mais également si je crée une fonction que j'estime très intéressante et que je la mets sur un GitHub, un GitLab, elle devient disponible également pour quelqu'un d'autre? Oui, c'est l'objectif, parce qu'une fois qu'il y a ce dépôt Git partagé, qui soit sur un Where's-Up ou sur un GitLab par exemple, le fonctionnement Git va juste faire une référence au dépôt distant. Ce sera un petit fichier caché que Git gère avec un numéro de version, et donc à partir de là, il retrouvera quelle est la version utilisée pour qu'on puisse mobiliser le fragment. D'accord. Et si moi, en tant que développeur de la fonction, je mets à jour la fonction sur le Git, est-ce que le potentiel utilisateur qui utilise ce fragment de code est mis au courant de la nouvelle version? Est-ce que ça se fait automatiquement? Comment ça Non, marche? non, ça par contre, ça ne sera pas Non. automatique, surtout dans le cas où on n'est pas sur du Where's-Up. Si on est sur un dépôt à part, il faudra une communication explicite. Ça peut effectivement être quelque chose qu'on peut essayer de faciliter d'une façon ou d'une autre, mais c'est quand même, il y aura, je pense, de toute façon, une action explicite du développeur de fragments vis-à-vis des gens qui peuvent l'utiliser. Ça, ce sera une question à part entière à traiter. D'accord, merci. Préférable parce qu'on pourrait très bien imaginer que quelqu'un met à jour, mais que l'autre personne qui l'utilise ne veut pas forcément de cette mise à jour-là parce qu'il a un code stable sur lequel il ne veut pas, auquel il ne veut pas toucher, sur lequel il veut garder de la reproductibilité. Si automatiquement on lui mettait à jour son fragment, peut-être que ça lui plairait pas. Donc ça doit être une démarche volontaire de mettre à jour un fragment. Alors je vois une autre question de Cécile. Comme quoi ça peut être intéressant. Et si on a des préconisations pour modifier des codes existants en utilisant les fragments? Alors, je n'ai pas de réponse précise. Je peux peut-être essayer de laisser JC répondre. Sinon, moi, j'ai Ouais. quelques pistes éventuellement. Moi, il y en a une qui me vient en tête comme ça, mais c'est modulariser son code, c'est-à-dire mettre sous forme de fonction toutes les parties un peu génériques du code ou identifiables comme étant un bout de code qui est solidaire et qui peut être réutilisé sous forme de fonction. C'est une bonne pratique, mais de manière générale, c'est une bonne pratique en programmation, au-delà même de la notion de simulateur ou de même d'OpenFluid. Et donc, en appliquant simplement ces règles de bonne pratique en programmation, on facilitera grandement la mise en fragments des simulateurs. Les fragments, ils sortent pas de nulle part. Hein, c'est des grands principes qu'on retrouve en bonne pratique de développement. On a fait nous que l'adapter à OpenFluid et au flux de code qu'il peut y avoir entre OpenFluid et les dépôts de simulateurs. Donc voilà, la bonne pratique, si j'en avais une à donner, c'est modulariser son code et rendre propre sur la forme de fonction. Mm-hmm. Et après, pour vraiment bien se rendre compte de ce qui peut être fait, je vais revenir sur IAMI parce que c'est vraiment le cas qui a amené notamment à cette réflexion sur les fragments. On pourra vous montrer ce que ça donne lorsqu'on modularise IAMI. En fait, c'est extrêmement simple. Hein, c'est juste qu'on extrait les fonctions kernel et les types d'objets, et après, ça c'est bien modularisé et ça, c'est un cas qui marche très bien. Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, plus de mains levées, donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, toujours sur le développement de Ware, donc de simulateur d'observateurs, on s'est aperçu que parmi nos développeurs de modèles, il y avait utilisé un outil qui commence à faire référence dans le domaine des environnements de développement, qui s'appelle Visual Studio Code. Alors peut-être que vous-même vous le pratiquez. Alors c'est un outil qui est fait pour le développement de tout type de code, aussi bien du développement web que du développement C++, que du Fortran, que du R. Enfin voilà, c'est très très généraliste. Et il a le gros avantage de pouvoir être étendu par des extensions qui viennent rajouter des fonctionnalités dans l'interface de Visual Studio Code, aussi appelé VS Code. Et donc, on s'est dit pourquoi pas proposer des fonctionnalités OpenFluid qui vont aider les utilisateurs qui sont sous VS Code à utiliser OpenFluid. Donc, c'est ce que l'on propose avec une extension
qui amène un certain nombre de fonctionnalités. Ça permet de créer et de construire des WHERE, donc des simulateurs, des observateurs, des builders extensions, de créer et d'exécuter des projets. Et cette extension dans VS Code permet de travailler simultanément, et ça c'est une des grosses différences avec Dev Studio, permet de travailler simultanément sur plusieurs workspaces OpenFluid. Lorsqu'on répartit ces codes, ces projets, ces codes de modèles dans plusieurs workspaces OpenFluid, pour être des workspaces thématiques par projet par exemple, avec cette extension de VS Code, on va pouvoir travailler sur plusieurs workspaces simultanément. Voilà, donc il y a un double intérêt à ça, c'est accompagner les utilisateurs qui n'utilisent pas Dev Studio, qui utilisent plutôt des outils, je dirais, mainstream dans le développement logiciel, tels que VS Code, et à la fois de proposer quelque chose d'un peu novateur, c'est de travailler sur plusieurs workspaces à la fois, tout en gardant la notion de workspace dans VS Code. On a également continué à travailler sur la ligne de commande. La ligne de commande, elle avait jusqu'à présent, principalement, elle tenait lieu de lanceur de simulation lorsqu'on est dans un terminal, par exemple sur un cluster de calcul, où on a juste un accès terminal, un accès console, de lancer des simulations, d'intégrer les simulateurs qui sont disponibles. Là, on va un peu plus loin, parce que ça va nous permettre d'automatiser, de scripter les opérations. Et du coup, on propose la possibilité de créer des jeux de données vides, ou alors avec des données exemples, de créer un simulateur, un observateur, juste le code source avec toute la structure de compilation déjà en place. On retrouve l'outil de migration qui sera aussi disponible dans Dev Studio pour migrer en WHERE entre la version 2.1 et la version 2.2. Et puis les opérations de compilation, de configuration et de compilation du code source, de manière à pouvoir automatiser ça. Je pense notamment lorsqu'on on déploie une vingtaine de simulateurs sur un cluster et que il faut toutes les configurer et les compiler, on va pouvoir mettre ça dans un script avec une boucle sur la vingtaine de code à construire. Donc voilà, donc on va étendre les capacités de cette ligne de commande. Alors, un point un peu différent maintenant, qui là a plus trait aux capacités en termes de simulation, c'est l'amélioration des générateurs. Alors les générateurs ont été introduits il y a très longtemps dans OpenFluid, ils ont pour vocation de générer des données en entrée. Alors soit générer des données à partir de règles du type au hasard ou de type une valeur fixe, mais également d'injecter ou d'interpoler des données depuis des fichiers. Jusqu'à présent, on ne pouvait interpoler ou injecter des données à partir de fichiers monocolonnes pour une variable qui est injectée. Si on avait une quinzaine de variables, il fallait 15 fichiers différents, avec chacun la colonne pour la variable, et donc 15 générateurs différents. Donc on est bien conscient que c'est un point qui est... alors, c'est pas complètement bloquant dans les faits, puisqu'on peut toujours faire les 15 variables, mais pratiquement, ce n'est pas très commode. Donc, ça fait plusieurs temps qu'on réfléchit à faire évoluer ces générateurs, de manière à ce que, à partir d'un fichier contenant plusieurs colonnes, par exemple toutes les variables du climat, avec un seul générateur, on puisse injecter ou interpoler ces données dans la simulation à partir d'un seul et même fichier. Donc ça, c'est un premier point. On a également une limite qui est qu'actuellement, on ne peut injecter que des données de type nombre décimaux ou vecteur de nombres décimaux. On voudrait élargir ces générateurs avec de nouveaux types, des entiers, des booléens, vrai ou faux, des chaînes de caractères, de manière à pouvoir élargir la palette de données qui peuvent être générées et qui peuvent servir pour des simulations. Un point de facilitation aussi, c'est l'automatisation de la spatialisation. Actuellement, on fournit un fichier de distribution spatiale par source de données, mais on est obligé quand même de le fournir lorsqu'il y a une seule source de données. Donc, lorsqu'on a 5000 parcelles qui ont la même pluie, on est obligé de créer un fichier de 5000 lignes avec la même source de pluie pour toutes les parcelles. C'est pas très alors, c'est pas bloquant, mais c'est pas très pratique. Là, on va mettre en place le fait que
à partir du moment où il y a une seule source de données, elle est distribuée de manière uniforme sur toutes les unités spatiales d'une même classe, parce que ça ne sert à rien de fournir un fichier de spatialisation. Donc voilà, c'est vraiment un aspect pratique pour la partie spatialisation des données générées. Alors sur ces générateurs, on se pose encore la question de savoir si on ne va pas le dédier à une version ultérieure de 2.1 ou de 2.2, parce qu'il y a des travaux qui sont en cours par ailleurs et qui vont nous permettre peut-être de développer plus facilement ces améliorations de générateurs. Donc là, on ne sait pas encore s'il sera de la 2.2.0 ou une version un peu ultérieure. Voilà, vous serez informé lors de la sortie de ces versions-là. Voilà pour les fonctionnalités. Après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, que vous ne verrez pas forcément de prime abord. Il y a un point qui est important, c'est qu'on a modernisé notre norme C++ minimale. On est passé en C++ 17, on était en C++ 14 jusqu'à présent. Alors, c'est des facilités, des fonctionnalités C++ supplémentaires, mais c'est aussi une optimisation de la gestion des structures internes du C++ qui se fait au fil des normes. Donc, c'était aussi important pour des questions de performance et de gestion des ressources de calcul qu'on suive ces normes-là. On a également élargi la gamme des processeurs sur lesquels tourne OpenFluid. Jusqu'à présent, on était compatible uniquement avec les processeurs de type PC ou station de travail, donc la série des x86 d'Intel. Les processeurs ARM, qui sont de très vieux processeurs, mais qui ont regain de forme depuis que Apple en a fait leurs processeurs principaux. Les ARM sont de plus en plus présents, et notamment maintenant toutes les gammes Apple sont en ARM. Donc on supporte maintenant avec la version 2.2 ces processeurs-là. Ils sont aussi disponibles, ces processeurs, sur les gammes de Raspberry et autres micro-ordinateurs embarqués. Et donc, on pourrait embarquer OpenFluid sur un Raspberry avec cette compatibilité-là si le besoin se faisait jour. On a beaucoup travaillé aussi sur l'empreinte mémoire. C'est un point qui peut parfois être bloquant sur des simulations très longues. Et on a pu corriger l'utilisation de la mémoire pour pouvoir encore repousser les limites de simulation. Alors, ça fait pas tout, bien sûr, mais c'est une montée en robustesse qui était nécessaire. On a aussi travaillé sur l'indépendance entre les applications graphiques et la ligne de commande. Vous avez vu qu'on a un usage qui est plutôt utilisateur sur le bureau, avec OpenFluid Builder et OpenFluid Dev Studio, et puis une utilisation plutôt serveur ou cluster de calcul en ligne de commande. On a poussé l'indépendance entre les deux de manière à pouvoir faciliter la mise en œuvre justement sur ces serveurs et ces lignes de commande sans être obligé d'installer aussi la partie graphique. On a dissocié aussi une librairie qui était présente dans OpenFluid depuis très longtemps, qui s'appelle OpenFluid Lander. Cette librairie, on l'a dissociée du code source principal d'OpenFluid, mais elle reste disponible, car on a été obligé d'en arrêter la maintenance de cette bibliothèque complémentaire, parce que nous n'avons plus les forces de le faire en interne. Vous l'avez vu, on a adopté de manière généralisée le format JSON. Au-delà même des signatures, il est également utilisé en interne OpenFluid pour gérer tout ce qui est préférences, les simulateurs Phantom aussi, dont on n'a pas parlé là, mais qui est utilisé pour la conception de modèles. Voilà, donc c'est ce format qui est adopté progressivement à l'échelle générale d'OpenFluid. Voilà, on peut refaire un petit point de discussion sur ces derniers éléments d'évolution concernant les applications OpenFluid, donc l'extension VS Code, la ligne de commande, les générateurs, s'il y a des questions. Je vois pas de main qui se lève. Pas de questions dans la discussion, donc on va pouvoir avancer. Et je repasse la parole à Armel qui va nous parler de l'évolution des dépôts de modèles. Alors, oui, je vais parler de Fluid Hub.
Parce que jusque-là, on a surtout parlé d'éléments qui étaient liés à OpenFluid en tant que tel, toutes les évolutions qu'on a pu proposer, enfin qu'on va proposer dans le cœur en C++ d'OpenFluid. Et là, on va parler d'un élément qui est un peu satellite, qui est FluidHub. Donc c'est-à-dire que c'est un peu la suite de Where'sHub. Donc pour refaire un point, Where'sHub, c'est un dépôt en ligne qui permet de capitaliser et de partager des codes sources de Where, que ce soit des simulateurs et des observateurs. L'usage principal étant bien sûr pour les simulateurs, les codes scientifiques partagés avec soit l'ensemble des autres utilisateurs du Where'sHub, soit avec certains en particulier. Eh bien, c'était important qu'on puisse faire évoluer ce service-là au regard des évolutions récentes, à la fois d'OpenFluid et de l'écosystème d'Internet en fait. Donc pour être plus précis sur ce qu'on vise là-dedans, eh bien, on voudrait s'adapter aux évolutions évoquées précédemment, donc avec la signature qui a été refondue, les fragments qui sont une nouvelle entité qu'on peut vouloir manipuler. Et ensuite, on voulait fournir un service plus maintenable et réactif en utilisant des technologies beaucoup plus récentes et tout ce que ça permet, des facilitations de développement et des fonctionnalités qui étaient difficiles à mettre en place auparavant. Et l'intérêt principal, c'est de fournir une base robuste pour aller encore plus loin. Et donc fournir plusieurs choses, permettre par exemple des espaces utilisateurs en ligne, une sorte d'équivalent au workspace que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, pouvoir travailler en équipe au sein de groupes identifiés explicites, et surtout, à terme, proposer un service de modélisation en ligne. Et donc là, ça permettrait de construire et exécuter des modèles complètement sur une page, à partir d'une page web, sans avoir installé OpenFluid. Donc ça, c'est du long terme, mais c'est un peu ce qu'on essaye de viser. Mais on peut passer à la suite pour voir quels changements ont eu lieu. Donc déjà, on va à nouveau faire un petit point visuel pour un peu fixer les idées. Donc là à gauche, vous avez le visuel du Where'sHub actuel du LISA, une instance hébergée au laboratoire. Et à droite, un exemple de ce que ça donne actuellement en pré-production. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore la vraie version qui sera partagée, mais c'est une version test de test avancé. Et donc là, on voit déjà que l'agencement est différent. On n'a pas les informations mises au même endroit, mais dans l'ensemble, on s'y retrouve quand même pas mal. Donc voilà pour l'aspect visuel. Ensuite, sur la mise en œuvre, on a cherché bien sûr à ne pas perdre de fonctionnalités sur ce qu'il était possible de faire avec Where'sHub. Parce que comme on est reparti sur une toute nouvelle base de code, il a fallu réimplémenter les différents aspects. Mais ce n'était pas forcément quelque chose de très complexe. Et donc actuellement, ce qu'on a réussi à obtenir qui correspondait à l'état d'avant, c'est qu'on peut on pourra à nouveau faire de la mise à disposition de dépôt Git, qui est le cœur d'intérêt de ce service-là, que ce soit pour des simulateurs, observateurs, pouvoir y associer les documentations qui sont très très utiles quand il s'agit de faire du partage et dans une optique de science ouverte. Et comme pour le Where'sHub, FluidHub permet d'avoir un accès par API, donc c'est-à-dire avec des points en ligne accessibles pour obtenir des méta-informations sur les simulateurs. Dans les deux cas, c'était important de pouvoir avoir une gestion fine des droits d'accès au Where et au simulateur en lecture et écriture, donc que ce soit si on veut être très ouvert sur leur utilisation ou si on veut être assez restreint à des utilisateurs en particulier. Donc un autre point qui est un peu à part, c'est que à la fois le Where'sHub et FluidHub ont le potentiel d'être auto-hébergés pour que si jamais la nécessité se faisait apparaître, si elle apparaissait, on pourrait le mettre en place. Voilà pour les fonctionnalités qui existaient déjà. On va maintenant voir ce qui est proposé en plus. Et donc, on a parlé de l'API, donc qui est un terme qui veut dire qu'on peut accéder à différentes informations structurées en fonction de différents endpoints, des points d'accès. Donc là, c'est ce que vous voyez à droite de cette diapo.
Donc quelques exemples pour illustrer ce qu'on peut récupérer. Et donc cette API a été standardisée et étendue à de nouveaux cas d'utilisation. On peut désormais également héberger des datasets, donc des jeux de données de référence. Donc ce qui peut être intéressant pour avoir vraiment des informations de référence, hein, comme leur nom l'indique. On peut également héberger des fragments dont on a parlé précédemment dans une structure similaire au Where. Ça se voit pas directement pour l'utilisateur, mais ça aura quand même un impact, notamment au moment de la création de simulateurs. C'est-à-dire que l'administration sera grandement facilitée par rapport à ce qui était fait auparavant. Pour un point très rapide sur l'aspect technique, le back-end, donc c'est-à-dire le moteur du site et l'API, c'est fait en Python 3 et en Django. Et pour le front-end, ce sera donc c'est le site web qu'on peut ouvrir depuis un navigateur, c'est en JavaScript et en Vue 3. Voilà pour les points actuels d'évolution de FluidHub. On peut passer à un point plus précis sur les Where, parce que c'est un peu le cœur de la présentation jusque-là, et on va voir comment c'est retranscrit sur le site. Donc bien sûr, il y a des aspects qui sont identiques à avant, mais il y en a d'autres nouveaux. Donc, je vais travailler très légèrement votre mémoire sur la première présentation, sur la première diapo de FluidHub. Vous voyez un visuel par grille, et donc ça, c'est une nouvelle représentation proposée pour les Where, et dans laquelle on peut faire un filtrage dynamique. Ensuite, sur le détail des Where, la page que vous voyez à gauche, eh bien, on y retrouve toutes les informations importantes qu'on avait auparavant sur les informations de compatibilité avec OpenFluid, les droits d'accès et le chemin du dépôt guide correspondant, l'historique des commits et la liste des tickets. Donc ça, c'est en fait toutes les informations qu'on retrouvait dans la signature. Et justement, maintenant que cette signature est externalisée, on va pouvoir la traiter pour l'afficher de manière très visuelle sur ce genre de page, même si actuellement ce n'est pas visible dans la capture d'écran proposée. Donc voilà pour l'aspect sur les Where. Donc là, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu évoqué, cette histoire de FluidHub en poursuite du WhereHub. Mais si vous avez des questions à ce sujet, je pense pas qu'on ira forcément trop dans le détail, mais on peut sans doute aborder quelques points si vous avez des questions à ce sujet. Ouais, Michael? Deux questions rapides. La première, en tant que développeur de simulateur un peu isolé, on va dire que je suis tout seul ou on est deux dans une équipe à développer, je pense que le FluidHub est pas forcément utile pour partager les simulateurs. Mais ma deuxième question, je vois un gros intérêt par rapport à WhereHub et j'aimerais que vous insistiez un peu plus. C'est sur les datasets. En gros, ce que je comprends, c'est que maintenant je peux y mettre mes jeux de données, ils sont rangés, je peux faire des recherches dessus. Enfin, qu'est-ce que je peux faire sur les datasets? Ça m'intéresse par contre. Bon, je vais laisser JC compléter, mais pour une première réponse, les datasets, je pense, faudra considérer deux éléments différents. Dans un premier temps, il y a le jeu de données de référence, ceux qui sont vraiment voués à être partagés, et ensuite il y a les jeux de données que toi tu veux utiliser lorsque tu fais du travail sur des simulations en particulier. Donc le premier cas sera mis en place dès la première mouture, mais ensuite pour ce qui est du travail en ligne, on va dire, ce sera à plus long terme. Oui, c'est Alors, ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce sera avant tout du stockage, au même titre que les codes sources de Where, qu'on va proposer au travers de FluidHub. d'accord. Alors, La capitalisation et du partage. d'accord. Mais est-ce que je peux utiliser FluidHub, enfin la première version de FluidHub, en me disant voilà, j'ai un temporaire qui a travaillé sur OpenFluid, qui a pas mal développé, qui a utilisé et je veux réutiliser ces jeux de données pour retester ce qu'il a fait, ce que je considère moi comme des jeux de données de référence. Ça, je peux utiliser FluidHub déjà ou pas pour stocker ces jeux de données et pas les perdre. Complètement, oui. Avec la version qui va sortir en même temps que la 2.2 d'OpenFluid, oui, tu peux installer un FluidHub chez toi et t'en servir comme lieu de capitalisation pour les travaux des CDD, par exemple. D'accord. Ok. Ce
qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée, je vois pas de... Vincent, je vois que tu avais mis une question à la suite de ta présentation. On pourra peut-être y revenir sur la discussion générale à la fin, si tu veux bien, si ça te va. On peut enchaîner, on a quasiment terminé les diapos. Bon, on va pouvoir continuer donc. Maintenant, un petit point d'avancement et des éléments de perspective sur OpenFluid 2. Tout d'abord, l'avancement des développements. Il y a toute une partie autour de l'organisation des codes de WARE et du format de la signature qui sont achevés. Ainsi que la partie interface graphique de DevStudio et l'extension VS Code. Ensuite, tout ce qui est très bien avancé, qu'on n'a pas voulu mettre en qu'il y a encore des petites corrections à faire, des petits ajustements, c'est les fragments de code avec leur gestion, la ligne de commande enrichie, le service FluidHub qui est en pré-production et assez proche de la mise en production, et puis la maintenance et la robustesse générale, l'essentiel est fait, je dirais. Il reste peut-être quelques points qui viendront au cours des prochaines semaines. Ce qui nécessite plus de travail, c'est l'édition de signature et la migration automatisée des WARE. Donc là, il y a des choses qui commencent à être en place. Il y a maintenant un travail de développement important à faire sur ces points-là. Et puis ce qui n'a pas encore été abordé, c'est l'ouverture de la documentation des WARE au format Markdown. Et les générateurs multicolonnes, comme vous l'avez vu, nous nous interrogeons encore quant à la mise à disposition dès la version 2.2.0 d'OpenFluid. Voilà, donc tout ceci, on envisage, nous, une sortie prévue hiver-printemps 2023, sachant que l'hiver va jusqu'à fin mars et le printemps jusqu'à fin juin, donc ça devrait être quelque part entre mars et juin pour la sortie de la version 2.2.0. Mais cette série de la 2.2, elle va aller un peu plus loin. Hein. Là, on parle d'une 2.2.0. Il y a des 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 qui devraient voir le jour. Il y a des éléments forts déjà qui ressortent. Vous avez vu que la structure de code source pour les WARE ont été posées. Maintenant, les procédures de test ont besoin d'être élargies. On a déjà des prototypes qui existent depuis quelque temps. Il va falloir les rendre plus génériques et les mettre à disposition de manière un peu automatisée pour tout au long du processus de développement des simulateurs. On envisage aussi la mise en place d'un tableau de bord pour le développement des codes WARE dans DevStudio, un peu à l'image du tableau de bord de projet qu'on peut avoir dans Builder. Le projet, avoir un lorsqu'on développe un code de WARE, c'est-à-dire à savoir est-ce que la signature est conforme, est-ce que les fichiers sont bien organisés, qui vont permettre un peu de donner des indicateurs aux développeurs modélisateurs sur la façon dont ils développent. Et puis, on a dit à plusieurs reprises que le changement de signature, de format de signature, nous permettrait d'aller plus loin. Justement, on compte exploiter ça, notamment pour proposer une aide au nommage des variables, qui parfois est source de longues discussions pour nommer une variable. Donc là, on va pouvoir proposer des outils pour ça, éventuellement proposer la détection de simulateurs qui pourraient être connectés entre eux parce qu'ils ont des signatures qui sont compatibles. Ça, c'est des points qui ont déjà été évoqués lors de discussions aussi, donc on pourrait concrétiser à ce stade-là. Vérifier la cohérence des unités du système international pour les variables pendant les simulations, chose qu'on fait pas actuellement non plus. Voilà, et qui pourrait être rajoutée dans ces prochains développements. Donc ça, c'est chose qu'on a en tête. Mais il pourrait y avoir aussi d'autres choses qui seraient issues de discussions avec les utilisateurs et qu'on pourrait considérer comme étant suffisamment transversales pour être implémentées et mises à disposition de tous. Si on regarde encore un peu plus loin, la série 2.3, bon là on est plus sur du moyen terme. On sait déjà qu'elle sera axée sur les fonctionnalités de représentation de l'espace. Là, vous avez vu qu'on a travaillé beaucoup sur le développement de code pour la dynamique des processus. La série des 2.3 sera plutôt sur les fonctionnalités de représentation de l'espace.
notamment l'utilisation native de données directement issues de SIG. Jusqu'à présent, pour les intégrer dans OpenFluid, il y a un module d'import que l'on propose et qui nous permet d'intégrer des fichiers SIG directement dans OpenFluid. On n'aurait plus besoin de cette phase d'import, et donc une rétroaction avec les données SIG serait possible. Production des attributs sur les connexions aussi. C'est quelque chose qui a été discuté par le passé. On a des moyens de les contourner actuellement, mais ce n'est pas pratique. Donc, on va essayer d'exprimer ça de manière plus forte dans la série 2.3. Et puis, l'introduction de méthodes modernes pour parcourir le graphe d'espace dans le code de simulateur. Pour ceux qui pratiquent C++, il y a ce qu'on appelle les for-range loops qui vont nous faciliter grandement la vie lorsqu'on va pouvoir parcourir les classes unités, les connexions, les choses comme ça. Voilà. Pareil, il peut y avoir d'autres éléments toujours sur la thématique des fonctionnalités de représentation de l'espace qui pourront voir le jour à ce moment-là. Très bien, nous on en a terminé avec la présentation des OpenFluid 2.2 et ses suites. Donc on peut prendre maintenant le temps d'un échange, question-discussion sur les différents points que vous avez vus. Si vous avez des interrogations, des points que vous souhaiteriez éclaircir. Donc, sentez-vous libre de le faire. On peut peut-être commencer dès à présent, Vincent, si tu veux qu'on revienne sur la question des forçages. On peut traiter ce point-là tout de suite. Et je peux d'ailleurs en dire quelques mots. Alors, c'est quelque chose, les forçages, qui est en lien très fort avec les générateurs. Comme tu as pu le voir dans l'explication, on utilise des générateurs pour injecter des données ou interpoler des données à partir de fichiers dans les simulations. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, c'est un système qui a besoin d'évoluer, comme tu as vu, et on envisage de le rendre plus facilement utilisable, notamment avec le multicolonne dans les versions toutes prochaines. Je ne sais pas si tu veux compléter toi de ton côté la question. Michael, est-ce qu'une date pour une prochaine formation OpenFluid est prévue ou un webinaire spécifique pour le passage à la 2.2 en attendant l'arrivée de la 2.2? Est-ce que vous avez des préconisations pour les devs en cours simulateur en 2.1 pour faciliter leur passage? Alors, je pense qu'on refera une communication un peu comme aujourd'hui, peut-être pas aussi détaillée, pour annoncer le lancement de la 2.2, enfin la disponibilité de la 2.2, et on pourra proposer un accompagnement sur des questions spécifiques, comme tu le dis là sur le passage des simulateurs de 2.1 en 2.2. Ça pourrait être sous la forme d'interaction via Slack pour ça. Il y aura clairement des éléments de documentation dans le community, notamment la documentation de migration qui sera disponible. On a déjà commencé à la capitaliser avec Armel dans des fichiers qui sont pas encore disponibles, mais on a la trame pour pouvoir avoir cette documentation de migration. Maintenant, sur les préconisations, je dirais que c'est un peu les mêmes que celles que j'ai proposées assez tout à l'heure. Hein. C'est avoir quelque chose de relativement modulaire, relativement propre, isoler les dépendances dans ton CMake, mais il me semble que c'est ce que tu fais déjà. Et je pense que ça devrait pas être trop compliqué de ton côté. Voilà, j'espère, Michael, que j'ai... Oui, je sais que ces codes sont toujours très propres. Cécile, on a toujours un peu peur de changer, d'où les questions, mais les changements proposés vont vraiment dans le sens d'une clarification et d'une amélioration possible. En ce qui me concerne, surtout les fragments de code. Merci. Ouais. Effectivement, il y a toujours un peu peur de changer, on est conscient de ça. Il y a des fois, on a été obligé un peu de se refréner, notamment sur les fragments avec Armel, en fourmillé de plein d'idées qui pourraient comment dire, amener des nouvelles fonctionnalités, mais on se dit aussi que le temps de s'approprier toutes ces nouvelles fonctionnalités d'un coup, alors déjà ça peut être un peu perturbant, donc on comprend complètement la peur de changer, on préfère étaler sur plusieurs sous-versions d'OpenFluid pour avancer sur ces fonctionnalités-là. Voilà. Mais merci de tes encouragements.
Oui, Vincent, tu t'es pas sur la bonne source micro. Ok, bon, j'espère que la réponse que j'ai pu apporter te convient. Sinon, n'hésite pas à reposer la question. Quel appui pour des migrations de ware très anciens pour Damien? Alors, si c'est de l'archéologie, je pense qu'on aura besoin d'un appui assez serré. Bon, comme tu es au bout du couloir, je suis pas trop inquiet pour qu'on puisse interagir là-dessus, mais vous voyez, sur des wares très anciens qui font partie du capital du LISA, on pourra regarder ça ensemble avant même de commencer la migration pour s'assurer que tout se passe bien. Ouais. Ah, Vincent, ça marche toujours pas, mais je reviens où? De pas, tu peux nous contacter, aucun problème si tu as des questions plus précises. Alors, Michael, où en êtes-vous de l'intégration d'autres langages Pythonware dans les simulateurs? Je sais que vous n'êtes pas forcément chaud pour cela, mais c'était là sur l'actualité, je pense notamment au Python, ne serait-ce que pour faciliter la prise en main d'OpenFluid. Alors, je t'avouerai que en termes d'intégration d'autres langages, on n'a pas travaillé dessus directement. Pour l'instant, on capitalise des expériences, dont la tienne. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose sur lequel on travaille de manière très ciblée. Pour la bonne et simple raison, enfin la raison est multiple. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas très chaud parce qu'en termes de performance et surtout de changement d'échelle, ça peut être catastrophique en termes de ressources et que même les clusters de calcul parfois ne peuvent pas l'assumer parce qu'on distribue sur 5000 parcelles des modèles ER, ça devient vite trop lourd. Et puis surtout, l'investissement en développement, le temps à passer pour faire fonctionner ça et le rendre peut-être plus automatique, plus facilement utilisable, serait démesuré par rapport aux services rendus qui ne concernent au final pas grand monde. Alors on a ton cas à toi, on a un autre cas en R dans des projets qu'on mène ici au LISA. Malheureusement, je ne pourrais pas te dire qu'on passera du temps parce que ça c'est déséquilibré. Le coût-bénéfice est trop déséquilibré en regard de la taille de l'équipe. Après, voilà, tu nous as pas mal sollicité, enfin, tu nous as pas mal fait passer d'informations, surtout sur ton expérience. Et je pense qu'on va capitaliser ça plutôt sous forme de fiches ressources sur comment utiliser du code Python depuis un simulateur C++. Alors c'est plus de la recette que de la fonctionnalité automatique, mais je crains qu'on n'aille pas au-delà de ça, du moins dans l'immédiat. Quand j'ai relu le message de Vincent, je voyais une autre sous-question un peu juste avant la deuxième qui était sur la parcelle ou sous-parcelle comme unité de simulation, mais peut-être c'est déjà fait. Donc là, c'est pas mon domaine de compétence, donc je ne saurais répondre, mais Oui, voilà, je pense qu'il y avait deux questions. Ouais, tout à fait. Pelfin m'intéresserait pour réaliser le couplage de cette approche de bilan d'eau en surface avec des modèles de routage subsurface et profond en tenant compte des aspects topographiques. La parcelle ou sous-parcelle comme unité de simulation. Mais peut-être c'est peut-être déjà fait. Alors, faudrait peut-être regarder plus en détail ce qui a été fait. Mais dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est que tu nous contactes après le webinaire, tu nous envoies un mail là, ces prochains jours, et on pourra éventuellement te mettre en contact avec des personnes qui ont déjà fait ça, si c'est le cas. Bien. Bah, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. N'oubliez pas que vous avez toujours le lien, là je vais le remettre vers les slides de manière à ce que vous les ayez et que vous puissiez éventuellement revenir dessus. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, vous avez le mail. Pour ceux qui sont sur Slack, on peut aussi avoir des échanges sur Slack, donc n'hésitez pas, on pourra vous répondre. Voilà. Bien, merci beaucoup.
Oui, merci. À bientôt pour ceux que l'on croisera et une bonne fin d'année.